parler de l'immense, de l'incontournable Isaac Asimov. Et Asimov écrivait « Rien dans l'univers plus intéressant, forme de vie intelligente. » Et il ajoutait « Ni aussi dangereux. Il vaudrait mieux être au courant. » Et de fait, lui, il était au courant. Il savait de quoi il parlait, puisque, du moins jusqu'en 1992, date une image célèbre. Celle-ci, c'est une photo qui a été prise dans le désert du Nouveau-Mexique, près de Los Alamos, en 1957. Mais il y en a un nombre énorme d'autres. Qu'est-ce qu'il a, ce machin? Il ne marche pas ou quoi? Bon. Alors, depuis Cape Girardeau, en 1941, cette date, moi, mais parfois ça ne fonctionne pas. Alors, depuis donc le cas de Cape Girardeau, dans l'État de Missouri, le 12 avril 1941, jusqu'à l'incident de Manises, dont vient de vous parler, en passant par des crashs comme Roswell, évidemment, Aztec, crash présumé, des incidents beaucoup plus sérieux, comme celui de la base aérienne de Minot en juillet 1966, le crash de Chihuahua au Mexique, et depuis l'incident de la forêt de Rendlesham en Angleterre, en 1980, jusqu'à l'affaire de Breckenridge, dans l'État de Colorado, en passant par, alors là vous constatez, tout ce qui est en jaune, ce sont non seulement des observations, non seulement des témoignages qui en parlent, mais ce sont des cas, ce sont des affaires jugées extrêmement sérieuses, voire même dramatiques dans certains cas, tout ce qui est surligné en jaune. L'incident de Bielogorod en Ukraine, l'incident de la centrale électrique de Indian Point, le cas de l'affaire de Mauritius Bay, l'affaire de Brookhaven, l'incident de la base aérienne de Warren. Alors, évidemment, devant tous ces cas, et là je n'en ai cité que 28, comme vous le savez, il y en a des milliers, les questions qui viennent à l'esprit, c'est d'abord qui, comment, et à la limite, aujourd'hui, on va considérer que ce sont des questions qui sont relativement, parce qu'on le saura toujours bien assez tôt. Mais la véritable question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Alors, il y a plusieurs catégories d'hypothèses. Les hypothèses qu'on dira plutôt dans le genre optimiste, ou pas possible. Pourquoi ça ne fonctionne pas? L'hypothèse dite du cordon sanitaire. L'hypothèse, décidément, c'est l'une des solutions au célèbre paradoxe de Fermi. C'est embêtant quand même. Je vous prie de m'excuser. Je pensais que ça serait mieux, mais ça marche une fois sur trois. Donc c'est une des solutions. Vous savez que le paradoxe de Fermi admet une cinquantaine de solutions. Et celle du zoo, c'est une des solutions du paradoxe. Le zoo, c'est-à-dire que quelqu'un nous aurait en quelque sorte confinés sur notre petite planète, en essayant de faire en sorte qu'on en sorte justement le moins possible, et en nous observant, en nous étudiant. Alors ça fait partie des hypothèses qu'on dira neutres. Ensuite, vous avez tout un tas de gens qui
eux, sont carrément optimistes, voire angéliques, les ravis de la crèche, en fait. Certains nous disent « Ah, mais on veut vous apporter une aide tout à fait désintéressée. » Je crois que c'est bon, c'est idiot, mais c'est comme ça. Certains pensent qu'on veut empêcher notre propre destruction parce que nous avons des armes nucléaires, etc. D'autres encore nous disent « Ah, mais c'est pour nous souhaiter la bienvenue dans le grand club des civilisations galactiques et où on nous recevra en déroulant le tapis rouge en nous offrant du champagne et des cigares. » Ça, je répète, ce sont des hypothèses qui sont non seulement optimistes, mais angéliques. En réalité, quand on connaît l'ordre des processus naturels, on se dit que ça ne peut pas tenir la route. Mais passons. Ensuite, des hypothèses qui sont beaucoup plus pessimistes, voire qui touchent à un côté tragique. Donc, on nous dit, ah mais peut-être qu'on en veut à nos ressources naturelles. Les êtres vivants aussi. On voudrait prélever, hybrider, est-ce que je sais, on a sorti toutes sortes de choses comme ça. Certains redoutent le choc culturel. On sait que le choc culturel, ça existe parce que nous-mêmes sur Terre, les civilisations plus évoluées les civilisations moins évoluées n'ont pas résisté ou mal au choc culturel face à des sociétés, en particulier face aux sociétés occidentales, des sociétés donc technologiquement au moins plus avancées. Certains disent c'est la conquête. La conquête de la Terre, ça fait partie un petit peu du domaine de la science-fiction. L'extermination. L'extermination qui peut passer par la terraformation. C'est-à-dire que pour une civilisation qui souhaiterait s'établir sur notre monde, eh bien, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'éliminer l'espèce dominante, c'est-à-dire nous. Et pour cela, il y a une excellente méthode, c'est de changer carrément la climatologie. Et quand on parle de nos jours du réchauffement climatique, on pourrait éventuellement se dire qu'il n'est pas tout à fait naturel. Mais bon, je ne vais pas aller au-delà de cette idée. Et puis certains disent, oh, c'est peut-être par simple curiosité. Pour notre culture, nos connaissances scientifiques et notre technologie. Alors je sais que certains vont rire parce qu'on dit comment une espèce avancée pourrait-elle essayer de connaître nos secrets technologiques qui sont beaucoup plus avancés que nous. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples, ni aussi évidentes. Alors on se dit, une race, une civilisation capable de voyager entre les étoiles va se trouver face à une galaxie de 400 milliards d'étoiles, puisque maintenant c'est le chiffre presque officiel, qui comprend peut-être plus de 3 trillions de planètes, c'est-à-dire 3000 milliards de planètes. Et sur ces 3 trillions de planètes, nos meilleurs experts estiment à l'heure actuelle que 100 milliards sont susceptibles d'abriter la vie, et peut-être, une large fraction d'entre elles, la vie intelligente. Alors, au moment où je vous parle, c'est-à-dire il y a 2 jours, les références sont en dessous. On compte 3845 planètes confirmées. Il y a à peu près 2500 planètes candidats en attente de confirmation. Mais pour l'instant, les confirmés donc, sont à ce nombre-là. Sur ces 3800, 857 sont des exos, ce qu'on appelle des super-terres, et on compte 155 de type terrestre, ce qu'on appelle des exotères, c'est-à-dire dont la taille, le rayon, la gravité peut-être, la masse est sensiblement
proche de celle de la Terre. Et sur ces 155 exotères, 55, je vous cite là les estimations officielles, hein, je ne l'invente pas, 55 seraient habitables et peut-être habités. Alors, on parlait des ressources naturelles et de ce qu'une civilisation avancée pourrait venir chercher chez nous, alors qu'à leur disposition, ils auraient des centaines de milliards de planètes possibles. Ben, c'est que on a beau habiter un petit coin perdu de l'univers, à peu près à mi-chemin entre le centre et la périphérie de la galaxie, il n'en reste pas moins que nous sommes relativement uniques dans ce que nous possédons. Voici une estimation des réserves de matières premières naturelles au plan mondial. 1700 milliards de barils de pétrole, 187 téramètres cubes, c'est-à-dire 187 000 milliards de mètres cubes de gaz, 1100 milliards de tonnes de charbon, 2,3 milliards de tonnes de fer, 700 millions de tonnes de cuivre, 190 000 tonnes d'or, 600 millions de tonnes de titane, 6 millions de tonnes d'uranium et 174 millions de carats de diamants, ce qui fait à peu près 35 tonnes. Et dans ces matières premières, il y a ce que nous considérons, nous terriens, comme des matières premières stratégiques. Alors ça va de l'antimoine au zinc, en passant par le cobalt, l'hélium 3, le rhodium, le tungstène, le tritium, bref. Et bien entendu, l'eau. 71% de la surface terrestre. Sur ces 71%, 96,5% sont occupés par les océans. En tout, approximativement 1,386 milliard de kilomètres cubes d'eau sur toute la Terre. Certains nous diront, oui, mais il y a des mondes, et on le sait déjà, même à l'intérieur de notre système solaire, qui contiennent, même si ce sont des planètes beaucoup plus petites que la nôtre, qui contiennent beaucoup plus d'eau. Par exemple, la Lune de Jupiter, Europe, éventuellement, la Lune de Saturne, Encelade. Mais peut-être que notre eau a des qualités que les autres eaux n'ont pas. Nous n'en savons rien. Je disais 1,386 milliard de kilomètres cubes d'eau. Et pour celui ou ceux qui ont des petites, qui sont à droite de leur petite main, à 4 doigts, on peut en tirer de l'hydrogène et de l'oxygène. Sans parler d'un milliard d'autres substances qui sont contenues dans l'eau. Il y a de tout dans l'eau de mer. Je ne parle pas des plastiques. Hein. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Mais notre planète a bien d'autres avantages. Elle est entourée d'un champ magnétique puissant qui la protège des rayons cosmiques, du vent solaire, tout un tas de saloperies qui viennent de l'espace et qui pourraient nous tuer en quelques secondes si ce champ n'existait pas. Alors, vous savez comme moi que ce champ repose sur la rotation du noyau de la planète qui crée un effet dynamo. En tout cas, nous l'avons et on est bien content de l'avoir. La Terre a une atmosphère respirable pour nous et qui nous protège aussi, du moins jusqu'à une certaine taille, des météorites, pour que, éventuellement, voilà, quoique si une météorite de la taille de Chicxulub arrivait maintenant, nous serions tous morts en quelques jours. Mais on souhaite que ça n'arrivera pas. La planète offre une infinie diversité de vie végétale et animale. Et elle possède une espèce dominante qui réunit à la fois l'intelligence et l'esprit et la beauté, comme vous le voyez. 7,550 milliards d'Homo sapiens sur la planète aujourd'hui. C'est la comptabilité de l'année 2017.
Et cette humanité, elle est riche d'une histoire de 12 000 ans, depuis les premières structures architecturales connues de Göbekli Tepe en Turquie, qui ont été datées de 10 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'aux cités du XXIe siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est New York. Et puis cette humanité, elle a produit des esprits supérieurs, très supérieurs même. Des gens comme Otto Hahn, Léo Szilard, Albert Einstein, bien sûr, Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, John Paul Neumann et Edward Teller, qui ont les premiers mis la main sur la source d'énergie la plus puissante connue dans tout l'univers, puisque c'est celle qui fait briller les étoiles, littéralement. Alors, vous allez voir, je fais un petit historique, ça pourrait paraître un peu fastidieux, mais vous allez voir par la suite ce que ça signifie. En 1938, Otto Hahn et Lise Meitner et Fritz Strassmann réalisent la première fission du noyau d'uranium bombardé par neutrons. En 1942, c'est Enrico Fermi qui, lui, réalise la première, ce qu'on appelle aujourd'hui une pile atomique, c'est-à-dire une réaction en chaîne contrôlée dans l'uranium. Entre ces deux dates, il y a un incident, un événement dont je vous parlais tout à l'heure au début de ma liste, là, il est digne, qui est remarquable, c'est le crash présumé de Cape Girardeau dans l'État de Missouri, le 12 avril 1941. Alors il y a une excellente source ici, qui est le livre de Paul Blake Smith, qui s'appelle MO41, la bombe avant Roswell, et qui sonne un peu, cet incident sonne un peu comme une répétition générale de tout ce qui va suivre. En 1942, on finalise le projet Manhattan. En 1943, c'est le laboratoire national de Los Alamos qui devient opérationnel, et où on a réuni là la quintessence des meilleurs cerveaux de la physique américaine en tout cas, mais on peut dire à cette époque-là mondiale. En 1944, l'usine nucléaire de Hanford dans l'État de Washington réalise la première production de plutonium fissile, c'est-à-dire du plutonium de qualité militaire. Et la même année, c'est le laboratoire national de Oak Ridge, dans le Tennessee, qui fait la première séparation des isotopes uranium, donc pour recueillir l'isotope U-235, l'uranium 235 fissile, donc également de qualité militaire. Et tout ça aboutit, bien entendu, à ceci. Le film est authentique, c'est pas un montage. C'est l'essai Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique, à Alamogordo, le 16 juillet 1945. La première explosion nucléaire de l'histoire. Alors cet essai d'Alamogordo, en fait, fait partie d'une série de 3 qui s'appelle Alberta, les 2 autres étant les attaques sur Hiroshima et Nagasaki. En tout, une puissance cumulée pour cette série de 57 kilotonnes, 57 000 tonnes de TNT. Suivi l'année d'après par la série Crossroads dans les îles Marshall, dans le Pacifique Sud, 2 essais pour une puissance cumulée de 42 kilotonnes. Et l'année suivante, peu de mois après, voilà qu'ils apparaissent en nombre et sous quasiment, on commence à les voir, sous quasiment toutes les latitudes. Mais bien entendu, ce sont, pour des raisons qu'on va comprendre très facilement, les États-Unis qui semblent les premiers intéressés par ces visites. Cette image est un montage que j'ai fait pour montrer que, enfin, il faut prendre ça dans le sens spatio-temporel, c'est à la fois dans l'espace et dans le temps.
sur plusieurs années. Alors entre 1945 et 2017, vous voyez ce graphique montre par année ici le nombre d'essais nucléaires réalisés par toutes les nations, les puissances nucléaires. Les USA en bleu, l'URSS, la Russie aujourd'hui, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde et plus récemment le Pakistan et la Corée du Nord. Alors on constate, mais c'est probablement une coïncidence, que pendant l'année 1947, il n'y a pas eu d'essai. En 1952, l'échelle de puissance, on change d'échelle. On passe d'une puissance de quelques kilotonnes, 10, 15, 20 kilotonnes, on multiplie tout ça par 1000 avec la première explosion thermonucléaire, c'est-à-dire la bombe à hydrogène. Le premier essai étant réalisé par les États-Unis, l'expérience Iron Mike, le 1er novembre 1952, une puissance de 10,4 mégatonnes. Donc 10,4 millions de tonnes de TNT. C'est suivi 2 ans plus tard par l'opération Castle Gravel, 15 mégatonnes. Et en 1961, la bombe russe Tsar Bomba, qui elle, alors ils ont voulu faire un effet, montrer qu'ils avaient les plus gros muscles, mais une arme qui n'avait pas tellement de consistance stratégique, une bombe de 50 mégatonnes. Mais c'est la seule fois où on a fait un essai de cette puissance-là. En tout, donc entre 1945 et 2017, un total de à peu près 2100 essais nucléaires pour une puissance cumulée d'un peu plus de 550 mégatonnes. Les chiffres que je montre là sont des estimations parce qu'on pense que certaines puissances comme l'Afrique du Sud ou Israël ont réalisé des essais secrets qu'ils n'ont jamais déclarés officiellement. Voilà, ça serait, le chiffre total serait à peu près de 2100. Alors, on parle de processus nucléaire. Et ça implique quoi? Ça implique, lorsqu'on parle d'une réaction en chaîne contrôlée, vous savez qu'une réaction nucléaire, ça émet des tas de choses. Des rayonnements gamma, qui sont des radiations ionisantes, des rayonnements infrarouges, qui sont en fait un effet indirect de l'interaction des rayons gamma avec les atomes du milieu environnant. Ça dégage de la chaleur, donc c'est de l'infrarouge. Des rayonnements alpha et bêta qui, eux, ne sont pas des ondes électromagnétiques, qui sont des particules. Alpha, ce sont des noyaux d'hélium, et bêta, ce sont des électrons. Il y a également des protons, des neutrons, et des neutrinos. Là, je les mets en gris parce que le neutrino, c'est une particule fantôme qu'il est très difficile de détecter. On y parvient, mais c'est très difficile. On pense qu'on intercepte dans l'énorme détecteur une particule sur 100 000 milliards de neutrinos, on en intercepte une. C'est vraiment une particule fantôme sur laquelle les spécialistes se disputent un peu actuellement. Et puis on a, là c'était la réaction en chaîne contrôlée, et on a la détonation nucléaire. La détonation nucléaire, elle émet dans le spectre visible. C'est de la lumière, donc dans la partie visible du spectre. Vous avez vu le film sur l'expérience d'Alamogordo, la première image, c'est un flash. En fait, il y a un double flash, c'est de la lumière. Une impulsion électromagnétique, gigantesque. C'est pour ça que les militaires, même les grands groupes industriels ont tendance à blinder, à protéger leurs ordinateurs contre ce type d'impulsion, parce que ces impulsions électromagnétiques, ça peut être généré par des armes nucléaires, en cas de conflit, mais il en vient d'un tas de sources dans l'espace, et même des applications terrestres qui peuvent gêner parfois certains types d'ordinateurs. Il y a de l'ultraviolet lointain. Je dis lointain parce que l'ultraviolet proche n'est pas une radiation ionisante, elle commence à devenir ionisante
dans l'UV lointain. Du rayonnement X, bien entendu, du rayonnement gamma, une énorme quantité de rayons X et de rayons gamma. Toujours de l'infrarouge et pour la même raison que précédemment. Là encore des neutrons et des neutrinos. Lorsqu'on regarde le spectre électromagnétique, on voit l'impulsion électromagnétique qui couvre en gros la gamme des 100 MHz à 100 GHz. Ça veut dire que ça commence aux ondes de télévision, ça va jusqu'au micro-ondes. Et les radiations de moyenne à haute énergie, qui incluent le visible, ici, là, mais aussi la plupart des radiations ionisantes, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. On va laisser de côté les rayons cosmiques parce qu'ils ne sont pas produits terrestres, ils viennent de beaucoup plus loin. Alors, on peut imaginer qu'un jour, quelqu'un s'est approché un petit peu près de la planète, en 1945, à l'été 1945, et que ces détecteurs ont réagi, et leurs yeux aussi, à quoi qu'ils puissent ressembler, à une émission de haute énergie venue précisément du désert du Nouveau-Mexique, en plein milieu du continent américain. Ils se sont mis en orbite et ils ont commencé à tourner autour, et puis quelques jours plus tard, dans le Pacifique Nord, ils en ont détecté 2, très probablement les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils sont restés en orbite pendant 1 an, et ils en ont vu 2 autres, ceux de la série Crossroads, que je vous citais précédemment. Et nous arrivons le 24 juin 1947, la célébrissime observation de Kenneth Arnold, le 24 juin, où il a décrit 9 objets de cette forme-là. C'était pas véritablement ce que... C'est là qu'est née l'expression soucoupe volante, mais ça ressemblait pas tellement à des soucoupes. Ces formes-là sont tirées de ce qu'il a décrit lui-même. Alors quelqu'un s'est dit que ça ne suffisait pas, il fallait en savoir plus. Donc on a envoyé une autre mission. Une autre mission qui, malheureusement, s'est mal terminée. Roswell, début juillet 1947. Comme vous le voyez, parfois ils n'ont pas eu de chance. Alors voilà une carte des États-Unis, et on va remarquer là des événements très particuliers. Donc on a Roswell 1947. Le laboratoire national de Los Alamos en 48 et en 50. L'usine nucléaire de Hanford dans l'État de Washington en 50. La base aérienne de Lawson en 51. Le laboratoire national d'Oak Ridge en 52. La base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord en 66 et en 68. Mais la couleur ici est due, là il s'est produit un événement qui aurait pu être dramatique. La base aérienne de Marshton dans le Montana en 67, 75, 2012, et là 67 aussi, un événement, ce qu'on appelle un incident, ce qui est un euphémisme pour dire un événement grave. Voilà. Maintenant on dit incident, les anglo-saxons disent incident, nous on dit incident, ça veut dire quelque chose c'est quasiment tragique. La base aérienne de Dyess au Texas en 73, la base aérienne de Loring dans le Maine en 75, la base aérienne de Wexmith dans le Michigan en 75 aussi, la base aérienne de Cannon au Nouveau-Mexique en 76, la base aérienne de Kirtland en 1980, toujours au Nouveau-Mexique, la centrale
électrique, production d'électricité de Indian Point, dans l'État de New York. Elle est juste au bord du fleuve Hudson. L'incident de Moriches Bay, vous allez voir qu'il a une connotation 2 ou 3 années plus tard. Un survol de la zone 51 en 1990. Un incident grave, mais pas pour ceux qu'on croit, au laboratoire national de Brookhaven en 1992. Ce laboratoire national fait partie de ce qu'on appelle aux États-Unis laboratoires nationaux. On en a vu déjà quelques-uns. Il se situe il est à l'intérieur de l'île de Long Island, à une dizaine de kilomètres à peine de la zone côtière de Moriches Bay. Bon, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une conférence sur Moriches Bay, donc je ne vais pas y revenir. Mais on se concentrera sur les incidents eux-mêmes, intéressants des endroits. Et puis, en 2010, la base aérienne de Warren, dans le Wyoming. Tous ces sites ont quelque chose en commun. Est-ce que quelqu'un peut me dire quoi? Qu'est-ce que ces sites ont en commun? Oui, d'accord, mais justement, c'est pourquoi vous n'êtes pas loin. Tous ces sites manipulent, produisent, exploitent ou entreposent des dispositifs nucléaires. Alors, pour les bases aériennes ont toujours des dépôts d'armes nucléaires qui servent à, évidemment, équiper des bombardiers stratégiques à long rayon d'action en armes nucléaires. La centrale d'Indian Point, c'est une centrale nucléaire. Il y a eu un incident assez remarquable au-dessus de Indian Point en 1984. Les laboratoires nationaux manipulent l'énergie nucléaire, certains ont des accélérateurs de particules, on s'y livre à des expériences qui mettent en jeu des énergies absolument colossales. Alors il y a Oak Ridge, Brookhaven, alors Hanford c'est une usine de production, donc comme on a vu tout à l'heure, de plutonium. Les bases de Warren, Wright-Smith, Loring, Lawson, Cannes, Dyess, Kirtland sont des bases aériennes avec des dépôts de têtes nucléaires, ou encore une fois de bombes destinées aux avions à long rayon d'action, aux avions stratégiques. Donc tous ces sites, et là pour l'instant c'est uniquement sur le territoire des États-Unis, et il y a eu des centaines d'autres, là je n'ai cité que les plus emblématiques. Tous ces sites ont donc en commun d'être des sites où l'on manipule, où l'on entrepose, et où l'on parfois fait se percuter des atomes entre eux. Donc tous ces sites sont consacrés à l'énergie nucléaire. Et tous ces sites ont été survolés, avec parfois des conséquences, on va le voir un peu plus loin. Voilà par un exemple, celui de la base de Minot en 1966. D'après les témoignages, il s'est passé ceci. Il y en avait deux en réalité. On survolait la base et les silos de missiles nucléaires en effectuant des mouvements de va-et-vient, ce qui ne peut pas être interprété autrement que par une activité de renseignement. Quelqu'un essaie d'espionner ce que nous avons dans nos bases de missiles nucléaires. Et là, cette fois-là, il s'est produit un événement qui aurait pu être d'une gravité extrême. Et c'est le lieutenant Derricher, qui appartenait au 455e régiment de missiles stratégiques nucléaires de la base, qui en a fait un rapport, et je ne vous en cite qu'un extrait, et il a déclaré « Cependant, cette fameuse nuit, nous avons dû forcer la commande d'interruption parce que les tableaux de contrôle indiquaient qu'un lancement était en cours, un lancement de missiles nucléaires était imminent, sans que nous y étions pour quoi que ce soit. » Heureusement, après quelques minutes, l'OVNI s'est éloigné vers le nord-ouest et tous les indicateurs sont revenus à la normale.
Alors, il ne faut pas faire un gros effort d'imagination pour anticiper sur ce qui aurait pu se passer si l'objet qui avait survolé les silos de missiles et qui avait interféré avec les commandes de ces missiles, si cet objet était resté quelques minutes de plus, le dôme d'un silo serait ouvert et un missile ICBM intercontinental, avec probablement écrit sur sa coque le nom d'une cible en URSS ou en Chine, aurait pris son vol avec les conséquences. Ces missiles, à l'époque, c'était les missiles Minuteman II qui emportaient une tête nucléaire dont la charge pouvait être variable entre 1,2 et 2 mégatonnes. Pour vous donner une idée, 2 mégatonnes, ça transformerait la région parisienne en lac parisien. Je dis Paris parce que je suis marseillais, que donc autant vaut mieux que ce soit eux. Mais c'est pour donner un exemple vraiment géographique. Un autre exemple, celui de la base de Warren, qui est également une base qui abrite des silos de missiles balistiques stratégiques. En 2010, alors là, on avait des missiles Minuteman III qui contenaient dans leur tête 3 cônes d'une puissance de 1 mégatonne chacun. Chaque cône étant dirigeable par programme ou par impulsion radio sur une cible bien déterminée. C'est ce qu'on appelle les têtes Mirror. Alors voilà, c'était un objet en forme de cigare, d'assez grande dimension, peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de mètres, qui a survolé la base et qui a créé l'affolement, bien entendu, dans la base de Warren. Et là, il y a eu de petites interférences avec les installations de commande, mais ça n'a pas duré très longtemps et ça n'a pas eu les effets que ça avait eu pour la base de Minot ou pour la base de Malmström, puisqu'à Malmström, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les missiles n'ont pas été activés, ils ont été au contraire désactivés. Autrement dit, à ce moment-là, vous savez qu'une base de missiles nucléaires, l'adversaire, c'est là qu'il va taper en premier. Il va envoyer ses propres missiles en essayant de détruire, principalement au début, les bases de missiles nucléaires stratégiques, puisque c'est les premières qui pourraient le menacer. Alors, l'incident de la forêt de Rendlesham en Angleterre en 1980 s'est produit. La forêt de Rendlesham, elle jouxte la base anglo-américaine qui contient également des dépôts d'armes nucléaires. La base s'appelle Bentwaters. Et là, il y a eu l'incident célèbre, donc avec un atterrissage présumé. Alors, je précise que quand je m'exprime au présent de l'infinitif, vous pouvez mettre derrière ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le conditionnel, vous pouvez ajouter des adjectifs comme présumé, supposé, potentiel, etc. Donc, mais pour la facilité du discours, la plupart du temps, je vais le dire au présent, comme si c'était vrai. Mais effectivement, il y a beaucoup de vérité, mais il y a aussi beaucoup de suppositions et d'hypothèses. L'URSS n'a pas été épargnée, loin de là. Malheureusement, pour ce qui est de l'URSS et la libération des archives d'État de la Fédération de Russie depuis les années 90 a fait quand même paraître dans la publication de rapports qui jusque-là étaient tenus secrets. Mais on a par exemple un incident, c'est-à-dire un gros survol d'une grosse, on peut dire une grosse machine, en 1977. Voilà les photos, considérées authentiques par les experts photos qui se sont penchés dessus, le 20 septembre 1977. Et, chose remarquable, elle est très proche d'un site de missiles balistiques stratégiques de Plesetsk, donc qui est une des principales bases abritant des silos de missiles offensifs de l'ex-Union soviétique et toujours probablement de la Russie d'aujourd'hui. L'incident de Bielogorodice, là, c'est une... On va voir ça.
C'est une base de missiles à portée moyenne, missiles balistiques à portée moyenne, c'est-à-dire des missiles dont la portée plus ou moins de 2000-2100 km, donc qui pouvaient atteindre la France, l'Angleterre, la Norvège, l'Espagne et l'Italie, à partir de ce site en Ukraine. À l'époque, l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Bon. Le crash présumé de ce qu'on appelle la côte 611, ou la colline 611, là aussi, vous voyez, c'est dans la péninsule, à l'extrême-orient soviétique, tout proche de la ville de Vladivostok, laquelle Vladivostok abrite le quartier général de la flotte russe du Pacifique, laquelle flotte, évidemment, entrepose et contient dans ses navires des armes nucléaires. Bon, on remarque, pour situer un peu le site de lancement des fusées russes encore aujourd'hui, ce qu'on appelle à tort Baïkonour, parce que Baïkonour c'est la ville, mais le site s'appelle Turatan. Là, c'est près de la... j'ai oublié le nom de cette mer, petite mer ici. Voilà la colline, la côte 611, hein, à côté de... Donc c'est juste la ville de Dambegorsk, qui est au pied de cette colline, où se serait écrasé donc un objet que les militaires russes se sont empressés, comme l'ont fait dans beaucoup d'autres cas des militaires américains, de ratisser le terrain, de déménager tout ce qui pouvait être déménagé vers un endroit, bien entendu, tenu secret. Et ça, c'était en janvier 86. Et un autre incident remarquable, pas dramatique du tout, mais très remarquable, vous allez voir, à Kapustina, qui est le principal centre d'essai des fusées de la Russie, à l'époque de l'Union soviétique. Donc celui-là est très proche de la mer Caspienne. Alors on remarque que, bon, comme je vous le disais, tous ces sites-là sont très proches d'installations où on a des armes offensives ou défensives de nature nucléaire. Et on remarque que, là aussi, par exemple, Petrozavodsk, c'est relativement proche de la ville de Mourmansk, qui abrite, là aussi, le quartier général de la flotte rouge du Nord. Voilà ce qui se serait passé à Bielogorodice, et d'après les témoignages. Donc, on a vu s'approcher un grand objet de cette forme et de cette couleur. Ça a jeté l'affolement général. Voilà l'intérieur d'un silo. À mon avis, c'est pas un silo russe. Hein. Et puis tout le monde était vraiment sur les dents parce que, comme ça s'était passé à Minot, les tableaux de contrôle montraient aux opérateurs qu'un lancement était imminent, sans qu'ils y soient pour rien. Heureusement, ça n'a duré qu'une quinzaine de secondes et l'objet s'est éloigné et tout est revenu, tout est rentré dans l'ordre. Mais les gars ont dû avoir chaud aux plumes parce que dans les deux cas, Minot et à Bielogorodice, ça pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Si un missile part et qu'il touche une cible, même si ça ne touche pas une ville, vous imaginez la suite. Et on était encore, en 82, c'était encore la guerre froide. Vraiment. Alors, Kapustina, voilà ce qui se serait passé, toujours d'après les témoignages qui se sont révélés par la suite. Voilà, un objet s'approche et la zone grise en bas, tout ça, c'est un dépôt d'armes nucléaires. Alors, un rayon lumineux jaillit et commence à scanner, comme ça, le dépôt. Et, hop, ça s'interrompt et l'objet s'en va à grande vitesse. Bon, ça sont des montages, bien sûr, artificiels. Personne, on n'a pas filmé les événements en eux-mêmes. Hein. Ça serait trop beau. En 92, voilà, l'incident, ce qu'on appelle l'incident de Brookhaven, mais là, l'incident n'a pas été pour nous. Alors, en deux mots, je vous explique comment ça fonctionne, ce laboratoire national. Vous voyez, il y a le grand anneau, un grand anneau en haut de l'image et un anneau plus petit en bas à droite. Le grand anneau, c'est ce qu'on appelle un RHIC, un collisionnaire d'ions lourds relativistes.
Alors ces ions lourds, qui sont des ions en fait du métal de l'or, mais ce sont des ions, hein, donc ce sont des atomes auxquels on a arraché ou on a ajouté des électrons. Les ions sont produits par le petit synchrotron qui est en bas à droite. Ils sont injectés dans le RHIC selon deux trajectoires différentes et opposées. Une fois qu'ils sont dans le grand anneau, ils vont se mettre à tourner, étant donné qu'on les accélère grâce à des électroaimants gigantesques, on les fait arriver à une vitesse qui est le 98% de la vitesse de la lumière. Et ensuite, on va les faire entrer en collision. Alors, voilà ce qui se passe. Voilà, les deux paquets d'ions à la rencontre l'un de l'autre et... Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une gerbe de débris. Ce sont des particules subatomiques qui ont une durée de vie extrêmement brève et qui sont créées par la collision entre les ions. Et ces particules, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des mésons, il y a des hadrons, il y a un peu de tout ce qu'on veut. Mais ce qui est remarquable, et ceci explique peut-être cela, au centre ici, se crée ce qu'on appelle un plasma de quarks-gluons. Les quarks et les gluons sont considérés aujourd'hui comme les constituants ultimes de la matière. Ce sont des particules, je ne sais pas si on peut encore les appeler comme ça, qui constituent elles-mêmes les protons et les neutrons qui sont dans le noyau de l'atome. Et ce plasma de quark-gluon qui se produit là au centre, à l'impact de la collision, génère une température qui est absolument colossale, et même le mot n'est pas assez fort, parce que, en fait, il s'agit, on estime que c'est 100 000 fois la température qui règne dans le cœur du Soleil, dans le centre du Soleil, laquelle est estimée à 15 millions de degrés Celsius. Donc, multiplié par 100 000, ça fait 1500 milliards de degrés Celsius. C'est une température où on peut dire aucune matière ne peut exister à l'état de matière. C'est probablement la température qui régnait au moment du Big Bang ou peu après. Et ce plasma de quark-gluon déploie une telle énergie qu'on peut imaginer que l'éventuelle civilisation extraterrestre qui passerait par là et qui espionnerait ces expériences commence à se dire que nous touchons là à des domaines qui sont presque interdits. Le plasma de quark-gluon, on estime aujourd'hui, on pense, on a de bonnes raisons de penser, que c'est lui qui constitue le cœur des étoiles à neutrons, c'est-à-dire les pulsars. La matière qui est là-dedans, comme je vous disais, qui n'est même plus de la matière, c'est une sorte de soupe qui oscille entre l'état liquide, l'état solide, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on peut dire, c'est le 5e état de la matière. Vous savez que la matière a 4 états, solide, liquide, gazeux, plasma ionisé, c'est du gaz ionisé, et le plasma de quark-gluon. Alors peut-être que quelqu'un s'est dit que ça représentait qu'on pouvait se renseigner sur ce que nos savants faisaient avec ces plasmas de quark-gluon. Alors, je précise que l'expérience entière, là, la collision, ça dure une fraction de nanoseconde. Mais pendant cette fraction de nanoseconde, il y a cette température absolument phénoménale qui est générée au cœur du système. Ça peut intéresser beaucoup de gens. Et en plus, nous, on a des détecteurs pour détecter ces événements, mais une civilisation plus avancée, en tout cas plus avancée dans certains domaines, pourrait détecter ces événements et considérer qu'ils sont très intéressants pour eux aussi. Et voilà, donc ce jour-là, qui était le 22 novembre 1992, un grand ovni de forme circulaire est venu se balader au-dessus du laboratoire national de Brookhaven, escorté de 3, disons, éclaireurs de forme triangulaire. J'ai représenté, c'est la manière dont les témoins ont décrit la chose, et il aurait été enlevé du ciel par un missile sol-air, parce que ces laboratoires, c'est pas comme chez nous, où les laboratoires, même les usines
les usines nucléaires sont gardées par 3 gendarmes avec un képi vissé sur la tête et la baguette de pain dans la poche. Là-bas, ça n'a rien à voir. Il y a des missiles disséminés tout autour, dans des endroits bien cachés. Et puis là, ben, ça s'est mal terminé pour eux. Donc, on parle là d'énergie. Alors, on a essayé, on nous a dit depuis le début des phénomènes ufologiques qu'on avait affaire à des civilisations, à, disons, au moins une civilisation très avancée. Et forcément, tout le monde a pensé que cette civilisation possédait l'énergie nucléaire et utilisait l'énergie nucléaire de façon directe ou indirecte, ne serait-ce que pour propulser leur vaisseau. Alors, il y a un bon bouquin qui s'appelle, traduit en français, ça donnerait OVNI, le comment et le pourquoi, de Kenneth Barrett, et qui dit « Une partie de la radiation électromagnétique générée par le système de propulsion des ovnis se situe au-dessus du spectre visible, dans l'ultraviolet et les rayons X. » Il faut bien retenir ces noms-là parce que c'est important. L'exposition prolongée à ces radiations peut se révéler extrêmement dangereuse pour tout organisme non protégé à proximité. On rapporte de nombreux cas où des témoins proches d'un ovni en vol stationnaire ont été brûlés ou ont présenté les symptômes d'empoisonnement par radiation. Là-dessus vient un autre. Alors là, c'est le rapport, du moins, ça cite le rapport Sturrock. Robert Sturrock est un physicien qui a fait un rapport sur les effets physiologiques de la proximité avec un ovni chez les êtres humains. Donc le rapport Sturrock décrit en détail les divers symptômes rapportés par des individus ayant été en présence d'ovnis. Cela va des brûlures et de la surdité temporaire aux nausées persistantes et à la perte de mémoire. L'un des exemples les plus frappants, tout le monde ici a certainement entendu parler, c'est l'affaire Cash Landrum, la famille de Betty Cash, Vicky Landrum et son petit-fils Corby. En décembre 80, ceux-ci tombent brusquement malades après s'être trouvés à proximité d'un ovni, grand objet en forme de diamant, en vol stationnaire au-dessus d'une route du Texas. Betty Cash, par exemple, a développé d'énormes ampoules sur le visage et ses paupières étaient tellement gonflées qu'elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Et cela s'est accompagné de nausées sévères et de diarrhée. Ces effets ont duré des années et elle a été hospitalisée plus de 20 fois. Mais ensuite, elle a vécu 17 années de plus. Alors effectivement, quand on voit des effets physiologiques de ce genre, on se dit ce sont des effets de radiation nucléaire. Sauf que on n'a jamais pu montrer de façon scientifique, par détecteur, par compteur Geiger, n'importe quoi, qu'on avait là affaire à des sous-produits de processus nucléaires. On n'a jamais pu démontrer qu'on avait des rayons gamma ou des neutrons qui avaient causé ces problèmes de santé, ces problèmes physiologiques. Parce qu'en réalité, ces effets peuvent être provoqués par d'autres types de radiations ionisantes, en particulier les rayons ultraviolets, comme le savent tous ceux qui vont beaucoup à la plage l'été, et des rayons X. Sauf qu'il s'agit de taux de rayons X et de rayons ultraviolets qui sont sans commune mesure, surtout lorsqu'il s'agit d'une proximité, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, sans commune mesure avec ce que nous recevons du Soleil, même si celui-ci se trouve encore à 149 millions de kilomètres de la Terre. Donc, rien ne permet de dire, au moment où je vous parle, rien, absolument rien, et quoi qu'on puisse lire sur le sujet, ne permet de dire qu'un système de propulsion de ces machines, éventuellement, possiblement extraterrestres, serait produite par un processus de nature nucléaire tel que nous les connaissons. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le très sérieux National Geographic, dans un article de 2012 qui s'intitule « 5 bonnes raisons de croire aux ovnis ».
Alors, dans un processus nucléaire, nous avons, comme je le disais, des rayons X, des rayons gamma et de la lumière, du spectre visible. Seul un processus nucléaire peut générer des rayons gamma. Les rayons gamma, qui font partie du spectre, ce sont des ondes électromagnétiques de très haute fréquence, de très grande énergie, et qui sont des radiations ionisantes. Ça peut provoquer des cancers, ça entre en conflit avec l'ADN des cellules, je ne fais pas de dessin. Donc, seul un processus nucléaire génère des rayons gamma. En revanche, on n'a pas besoin d'un processus nucléaire pour générer des rayons X, des rayons ultraviolets et de la lumière. Les rayons X, il y en a vous le savez, il y en a dans tous les hôpitaux. On percute simplement, pour produire des rayons X, on percute simplement une cible métallique avec des électrons, ça génère dans un tube à vide, etc. C'est le tube de Crookes amélioré Coolidge. Les ultraviolets, même topo, c'est une lampe à ultraviolet qui n'a absolument rien à voir avec un processus nucléaire. Et la lumière, bien entendu, on peut la produire de diverses façons, incandescence, fluo, diode électroluminescente et le laser, qui est une forme particulière de lumière, qui est la lumière cohérente. Et là, on se retrouve avec juste cette lucarne à l'intérieur du spectre électromagnétique, donc avec les ultraviolets lointains et les rayons X. On ne parle plus de rayons gamma. Donc, un processus nucléaire étant suffisant et nécessaire pour produire des rayons gamma, on n'a aucune espèce de commencement, de début, de preuve que ce que nous appelons les ovnis utilisent l'énergie nucléaire, ne serait-ce que pour se propulser dans l'espace. Et j'ajoute que chaque fois que des spécialistes sont allés sur le terrain avec des compteurs Geiger et ont essayé de mesurer la radioactivité après le passage ou l'atterrissage d'un ovni, eh bien, les compteurs n'ont pas enregistré plus de radioactivité que la radioactivité naturelle déjà présente sur le terrain. On n'a jamais dépassé les valeurs limites d'une radioactivité naturelle qui est relativement faible. Donc c'est un point de plus. Alors on peut, là, à partir de là, bien entendu, on peut faire des hypothèses. Et partir sur les bases technologiques. Alors, nos bases technologiques sont la chimie. On peut faire de l'énergie avec de la chimie, et un exemple d'énergie chimique, c'est par exemple les explosifs chimiques, hein, la dynamite, ces choses-là, ça génère beaucoup d'énergie, mais c'est d'origine chimique. Électricité, électronique, la photonique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le contrôle de la lumière, et le laser en fait partie. Ionique plasma, donc là on est dans l'ionisation de gaz. Le nucléaire et thermonucléaire. Et bientôt, probablement, je ne sais pas, d'ici, en tout cas d'ici la fin du siècle, il est fort probable qu'on maîtrisera le plasma de quark fluo. Donc là, on aura accès à une énergie toujours d'origine nucléaire, parce qu'on fait se percuter des atomes sans commune mesure, même avec ce que représentait la bombe H en 1952. Il faut juste imaginer, on pourra créer le soleil sur la Terre, littéralement. Alors si on compare maintenant, alors là, on est encore, là c'est plus, là nous étions dans la réalité, là on ne peut faire que des hypothèses, une mystérieuse civilisation X qui viendrait se promener dans nos cieux et nous espionner. Alors peut-être leurs bases sont, leur technologie est en partie basée sur l'électronique, l'hypothèse est raisonnable, la photonique aussi, puisque leurs engins émettent de la lumière, donc ça veut dire qu'ils ont un certain contrôle sur la lumière. Les cristaux, alors les cristaux, tous ceux qui ont un briquet piézoélectrique dans la poche vont comprendre tout de suite de quoi il s'agit. On peut tirer beaucoup d'énergie et manipuler de l'énergie avec du cristal. Et on a parlé, quelqu'un qui travaillait, qui a interrogé Leonard Stringfield,
un certain Dr. Nick, qui aurait travaillé à la base de Wright-Patterson au célèbre hangar S3, qui a déclaré à Stringfield que, pour ce qu'il en savait, il avait travaillé sur des ovnis récupérés. Je ne fais que le citer, encore une fois. Que leur technologie était basée sur des cristaux. Donc c'est une hypothèse qui reste encore du domaine du plausible. Et nous, on commence à savoir manipuler l'énergie des cristaux. On sait que lorsque vous exercez, par exemple, c'est le cas des briquets, hein, vous exercez un effet mécanique sur les phases bien déterminées d'un cristal, et il émet de l'énergie. On peut développer ça, et d'ailleurs il y a des laboratoires dans le monde qui travaillent là-dessus et qui peuvent générer de grandes quantités d'énergie avec des cristaux. Des cristaux, la plupart du temps, des cristaux synthétiques. Alors, bien entendu, quand on voit, quand on regarde les modes de déplacement dans l'atmosphère, même dans certains cas dans l'espace, de nos visiteurs, encore une fois, vous mettez le terme présumé derrière, ils auraient un certain contrôle sur la gravité. Et on a parlé, bien entendu, alors là c'est un peu du domaine du délire, mais on a parlé de contrôle mental de leur part. Mais nous n'en sommes plus très loin. La DARPA vient de des commandes mentales pour un pilote, pour l'instant c'est à l'état de simulateur de vol. Un pilote peut, avec ses ondes cérébrales, guider plusieurs drones ou plusieurs avions simultanément. C'est paru sur le site de la DARPA, vous pouvez regarder, c'est paru il y a quelques jours. Donc, finalement, alors on peut se demander si leur mobile, le mobile de ces visiteurs présumés, mais on peut dire quasi certains, ne serait pas le fait qu'eh bien, ils ignorent tout de l'énergie nucléaire. Et si c'était ça le problème, si ils pourraient très bien n'avoir aucune idée de ce qu'est l'énergie nucléaire. Et c'est pour ça qu'ils survolent nos bases, et c'est pour ça qu'ils survolent nos installations de pointe, de technologie de pointe. Peut-être qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'est l'énergie nucléaire, de comment on la génère, comment on la produit. Ils n'ont peut-être aucune idée de ce qu'est un accélérateur de particules. Alors, tout simplement parce que leur technologie aurait suivi une voie différente des nôtres, tout en respectant les lois de la physique. Alors, il faut toujours garder à l'esprit que les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers. Depuis le Big Bang jusqu'à nos jours, les lois de la physique sont immuables, incontournables et partout les mêmes. Donc ils ne violent pas les lois de la physique, mais simplement leur physique est basée sur d'autres principes que les nôtres, ceux que j'ai cités un peu plus haut. Et moi, ça fait un certain temps déjà que je suis étonné que personne n'ait posé cette possibilité. Que nous avons des visiteurs, ils semblent avoir des appareils qui se meuvent à des vitesses extrêmement grandes, à la fois dans l'espace et dans l'atmosphère, et personne ne semble se poser la question de savoir si, après tout, ils n'avaient aucune base nucléaire. Simplement, leur système serait basé peut-être sur le contrôle de la lumière, sur le contrôle des cristaux, qui peuvent générer beaucoup d'énergie aussi, pourvu qu'on ait la technologie adéquate pour manipuler ces énergies. Nous l'avons pour l'énergie nucléaire, thermonucléaire, peut-être demain pour les plasmas de quark, mais eux pourraient très bien n'en avoir absolument aucune idée. Aucune idée. Alors, Enrico Fermi, dans son célèbre paradoxe, il posait un petit peu la question, pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Eh bien, c'est peut-être justement à cause de ça. C'est que ils peuvent être perplexes. Qui dit perplexité dit méfiance. Qui dit méfiance dit prudence. Et qui dit prudence dit hésitation. C'est un peu comme une partie de poker. Si votre adversaire fait tapis, vous pouvez vous dire que soit il bluffe, soit il a du jeu. Dans les deux cas, vous hésitez. Au pire, vous allez conserver ce que vous avez devant vous
et le peu que vous ayez mis sur le tapis va lui rester dans les mains, mais ce n'est pas trop grave. Par contre, si vous faites tapis, vous avez un gros risque. Et c'est ce qu'on appelle la doctrine MAD. Alors, MAD en anglais, vous savez, ça veut dire fou, mais ce sont les initiales de destruction mutuelle assurée. Mutual Assured Destruction. Et c'est une doctrine qui est née pendant la guerre froide. Et c'est en grande partie, je crois que l'initiateur de cette doctrine, c'était Thomas Schelling, qui a reçu le prix Nobel d'économie, c'était un économiste, en 2005. Il est décédé peu après, malheureusement. Et là, on a une interview de lui qui illustre très bien ce que signifie la doctrine MAD. Et vous allez voir pourquoi on peut l'appliquer à notre problème. Alors, la question du journaliste, c'est pensez-vous qu'aujourd'hui il soit possible de mettre des limites à une guerre de ce genre, une guerre nucléaire, donc, et de la terminer, ou une escalade serait-elle quasiment inévitable, avec pour conséquence une destruction mutuelle totale? Et la réponse de Schelling est, bien, posez-vous simplement la question, quelqu'un commencerait-il à utiliser des armes nucléaires, même sur une petite échelle, en prenant le risque d'une escalade? La réponse est clairement non, car négliger la possibilité d'une escalade, c'est non seulement perdre l'occasion de déclencher un conflit majeur selon nos propres règles, mais aussi donner à l'ennemi la possibilité de choisir son mode de représailles. Et ça, personne ne voudrait le faire. Alors, adapté à notre problème d'aujourd'hui, on a cette remarque qui est tirée d'un article de la... Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être Acta Astronautica, c'est l'un des plus grands journaux scientifiques d'ingénierie astronautique. Et alors le titre, alors il y a peut-être un jeu de mots dans le début, Man with the Aliens, la dissuasion interstellaire et ses implications. Alors, donc destruction mutuelle assurée, la doctrine par rapport aux extraterrestres, mais on peut aussi l'interpréter comme ben, vous êtes fou avec les aliens, vous êtes obsédé par les aliens, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il a voulu dire dans le titre. En tout cas, il écrit, c'est une traduction, en admettant que le voyage et la guerre interstellaire soient possibles, alors toute civilisation qui aurait des raisons de craindre une civilisation étrangère aurait aussi des raisons de redouter d'éventuelles représailles si elle tentait de frapper la première. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous dites, parce que c'est ça la dissuasion telle qu'on a imaginé au moment de la guerre froide, la dissuasion nucléaire, ça veut dire ceci, ça veut dire tu as plus d'armes nucléaires que moi, tu es plus fort que moi, mais moi aussi j'en ai et je peux t'infliger des dommages que tu jugerais, toi, inacceptables. Donc on fait quoi? Eh bien, on négocie, on discute. On fait ce que Kennedy et Khrouchtchev ont fait à l'époque, au moment de la crise des missiles de Cuba en 1962, de ce qui a été fait par la suite aussi, toujours dans le cadre de la guerre froide, les négociations entre Reagan et Gorbatchev, etc. Donc on s'assied à table et on discute. Seulement, là, on est dans un cas de figure particulier, parce que pour discuter et pour s'entendre éventuellement, il faut parler un langage commun, il faut communiquer. Mais si la communication n'est pas immédiatement possible, alors cette image, vous la connaissez tous, c'est tiré du film The Arrival, sorti il y a 2 ans. Voilà, si on ne peut pas communiquer, alors tout est possible, y compris un conflit majeur. L'histoire a montré, et l'histoire récente, depuis le début de la guerre froide, jusqu'à nos jours, nous montre que la mauvaise interprétation d'un terme, d'un mot, d'un concept peut très rapidement dégénérer. Et si nous étions, comme le pensait le président Reagan, si nous étions un jour face à une civilisation hostile, une civilisation qui serait au moins aussi avancée que la nôtre en termes de technologie, une mauvaise compréhension mutuelle pourrait dégénérer en une destruction mutuelle. Et je précise, pour ceux qui sont encore sceptiques sur ce point,
que ce n'est pas nécessairement l'humanité qui subirait les plus gros dommages. Voilà. Pour terminer, je voudrais quand même rendre un hommage à ceux qui ont inspiré cette présentation. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de prix Nobel. Tout le monde arrive à lire l'écran? Alors, ceux qui ont disparu, et ceux qui sont toujours bien vivants. Alors, bien sûr, Gillian, c'est un peu sentimental. Forcément. Et les institutions, que je remercie sans qu'ils le sachent, puisque je ne les ai pas consultés, mais dont je me suis largement inspiré. Vous verrez qu'il y a des gens connus. Sans oublier les archives d'État de la Fédération de Russie, grâce à qui on a pu avoir des documents inédits sur ce qui s'est passé en Russie sur le plan ufologique. Donc c'était une production ni Languedoc. Alors je vous lis juste la mention légale, c'est que quelques-uns des événements, certains des événements qui ont été décrits dans cette présentation peuvent être sujets à débat. En revanche, toutes les personnes, firmes et institutions que j'ai mentionnées ici existent ou ont existé de façon très réelle. Comme vous avez pu le constater. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des petites questions, pas trop méchantes. Oui. Oui. Il y a eu des survolants. Je ne les ai pas cités parce que il faudrait citer au Japon, il faudrait citer partout. Quoi. Oui, enfin, ça vous intéresse peut-être pas trop moins. Je vous l'avoue très sincèrement, ce qui se passe en France, bon. À mon avis, non. Mais je ne dis pas que ça n'est pas dans l'absolu. Mais quand on la compare avec ce qui s'est passé ailleurs, dans les véritables grandes puissances, ça n'est pas grand-chose, effectivement. Mais effectivement, il y a des centrales nucléaires qui ont été survolées, mais c'est encore en débat. Certaines prétendent encore de nos jours que c'était des drones qui avaient été envoyés par des plaisantins, par des gars qui voulaient jouer, etc. Voilà. Ouais. Donc on n'est pas trop sûr. On n'est pas trop sûr parce qu'en fait, la France est un pays très secret. Très secret. Donc si vous avez quelqu'un qui parle, il se retrouve en prison, il se retrouve devant un juge, il se retrouve, disons qu'on va le persuader qu'en réalité il n'a rien vu. Ça c'est lui. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu laissé de côté la France, parce qu'après tout, sur l'échiquier mondial, on ne représente pas grand-chose, il faut en avoir conscience quand même. On était la première puissance du monde, on est devenu la 6e, peut-être même la 7e, je ne sais rien, mais voilà. Il se passe des choses plus importantes ailleurs, comme on l'a vu, hein. Des départs de missiles, des restes départs de missiles provoqués par des ovnis, ou des arrêts, des interruptions de dispositifs de missiles nucléaires. Aux États-Unis, en Russie, peut-être aussi en Angleterre, peut-être aussi en Chine. En Chine, alors les Chinois ne disent rien. Et voilà, donc je crois que ça mérite quand même attention tout ça. Deux questions, s'il vous plaît. Merci pour votre intervention. Je voudrais avoir votre avis sur les chemtrails et savoir leur incidence sur l'évolution de la météo, d'une part. Et d'autre part, pourquoi les nations ne partagent pas leurs expériences pour mieux élucider les problèmes que vous venez d'évoquer? Alors, sur votre première question, je suis un petit peu étonné parce que je ne vois pas trop le rapport avec ce dont on discutait. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur les chemtrails. Certains disent que ce sont des avions qui volontairement disséminent des particules, des gaz dans l'atmosphère pour empoisonner l'atmosphère. Sincèrement, je me demande qui voudrait faire ça
en toute conscience. Franchement, là, je n'ai pas trop d'avis sur la question, mais je ne crois pas que ce soit une réalité, ça. Des traits de condensation comme ça ne persistent pas dans le ciel pendant des heures, jusqu'à l'horizon. Donc, pour toi, je peux confirmer que ça n'existe pas. Ça peut dépendre des vents dominants, des courants. Ça peut durer quelques minutes, mais... Franchement, je n'ai pas d'idée sur la question, c'est une question qui ne m'a pas particulièrement intéressé, parce qu'on peut rien dire. De toute façon, s'il y a coupable... Il y a eu des analyses de fait sur des échantillons. Voilà, et qu'est-ce qu'on a trouvé de la strychnine, des métaux, de l'aluminium, du barium, du strontium, etc. Oui, ben je crois que le barium est utilisé pour... un peu comme le l'iodure d'argent, je crois que les sels de barium sont utilisés pour dire les choses simplement, pour faire pleuvoir, pour créer de la condensation dans les nuages et faire pleuvoir. Donc, finalement, pourquoi pas? Je vous dis, personnellement, je n'en sais rien, c'est une question qui m'intéresse très peu, parce que les coupables, de toute façon, on ne les tient pas, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas repéré les avions, on ne les a pas abattus, on n'a pas questionné leurs pilotes, enfin. Et alors qu'ils sont des Russes, des Chinois, des Anglais? En général, les avions low cost qui bénéficient de certains budgets pour pulvériser cette mer dans l'atmosphère à des fins d'agriculture, arrosage. Mais en faisant 10 000 mètres d'altitude, c'est difficile d'arroser un lopin de terre avec un... Est-ce qu'on a constaté une plus grande abondance de précipitations après ce genre de phénomène? Non, c'est de... Moi, j'en ai jamais entendu parler, mais bon, peut-être. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, oui, je veux bien vous croire, hein, je vous dis, c'est... Mais, ben, là, en toute sincérité, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais par contre, sur la deuxième partie de votre question, si vous pouvez la répéter. Oui, on a discuté sur l'Espagne qui avait classifié des informations et je me demandais pourquoi les pays dits développés ne mettent pas en commun leur connaissance pour pouvoir élucider plus facilement et mettre en commun les intelligences des uns et des autres. Mais rien ne dit qu'ils ne le font pas, monsieur. Donc rien ne dit qu'ils ne le font pas. Voilà, mais tout ça, c'est de toute façon, c'est secret. Et là, bien entendu, s'il y a une entente entre les grandes puissances pour gérer ce problème des ovnis, si on maintient le secret là-dessus, c'est qu'il y a d'excellentes raisons, et à mon avis, le public n'a pas besoin de savoir. Je vous donne mon opinion personnelle, le public n'a pas besoin de savoir pourquoi on fait ceci ou pourquoi on fait cela. Parce que c'est un problème qui intéresse toute l'humanité. Et si le problème est, comme certains le pensent, jugé extrêmement sérieux, alors le secret est indispensable. Alors on présume que déjà, on avait une idée, Ronald Reagan et Gorbatchev, on sait qu'ils ont parlé ensemble de cette histoire-là. Ensuite, on descend de plusieurs niveaux, ça va jusqu'au niveau des scientifiques, et puis au niveau des militaires et des états-majors. Après, c'est le secret, c'est le nuage, on ne sait pas ce qui se dit. On n'a pas... peut-être que les agences, ce qu'on appelle les agences avec un grand A, ont noté que dans certains cas, on avait vu, je ne sais pas, c'est une hypothèse, peut-être des militaires de haut rang, soviétiques ou russes, aller secrètement aux États-Unis, s'entretenir avec des militaires de haut rang, de l'OTAN, ou l'inverse. Mais ça n'a jamais été publié. Si ça a existé, personne n'en sait rien. D'ailleurs, il y a des choses qu'il vaut mieux pas laisser entre n'importe quelle main. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un autre problème. Je crois qu'on n'a jamais réussi à prouver de façon certaine qu'il y avait ce genre de collaboration. Ah oui, mais oui, Paul Eluard commence à avoir de l'âge. Je me demande si c'est encore tout ce qu'il dit.
Ah, mais oui, oui, ça, les secrets sont bien gardés, c'est sûr. Mais est-ce que dans ces secrets, il y a une éventuelle collaboration entre des militaires terriens et des extraterrestres? Ça, on n'en sait absolument rien. Et je crois que... Ah, ben oui, mais... Pardon? Voilà, il y a déjà cette raison-là. À mon avis, je vous donne mon avis pour ce qu'il vaut, mais ce n'est pas la raison essentielle. Ah, pardon, je vous ai... Non, moi, c'est pas forcément une question, plus des réflexions par rapport à votre présentation. Bon, je pensais notamment au fait que l'énergie nucléaire pouvait se trouver dans le Soleil, c'est quand même la source d'énergie la plus grande par rapport à juste des explosions nucléaires sur Terre. Donc pourquoi, ce qu'on a remarqué, enfin c'est pas vraiment une question, mais pour dire que les extraterrestres, s'ils voulaient vraiment recevoir ou analyser cette énergie nucléaire, ils pourraient tout simplement observer le Soleil. Deuxièmement, par rapport au fait qu'ils ne se manifestent pas, on a un livre gros comme ça, de à peu près 1000 pages de John Mack, qui montre que des milliers de gens ont eu des rapports justement avec ces extraterrestres. Et d'ailleurs, la plupart de ces extraterrestres disent venir dans une démarche de paix et racontent qu'ils sont venus à partir de 1950, enfin, après le commencement des explosions nucléaires, pour prévenir, montrer à l'humanité à quel point c'était dangereux, et ils venaient pour des raisons écologiques. Moi, je pense sincèrement, en regardant les incidents qu'il y a eu, que s'ils avaient vraiment voulu faire péter tout le monde et partir, ils l'auraient fait. Donc, pour moi, c'est pas vraiment cette raison-là. D'ailleurs, on ne la connaît pas, la vraie raison. Mais je vous invite à regarder l'émission Cosmic Disclosure, donc, créée par David Wilcock, qui rassemble beaucoup de militaires et beaucoup de gens en fait, qui sont en contact avec ces êtres-là. Voilà. On passe aux deux dernières questions, après c'est terminé pour... Je réponds juste à cette dame en disant que, d'abord, observer le soleil, oui, mais c'est une chose que d'observer la manifestation d'une énergie, et c'est une toute autre chose que de comprendre comment cette énergie a été produite. Nous-mêmes, on a mis beaucoup d'années pour comprendre, et encore, pas certaines de tout, il y a encore des phénomènes très mystérieux au niveau du soleil que nous ne comprenons pas. Et on a mis beaucoup de temps avant de comprendre que, effectivement, le Soleil était une énorme, une gigantesque explosion thermonucléaire, mais qui était en quelque sorte contrôlée, puisqu'elle durait depuis 4,6 milliards d'années et qu'elle en avait encore pour au moins longtemps à durer. Et ça s'explique par des raisons de physique, mais voilà. Ensuite, rien ne dit que vous me dites peut-être que... Alors, c'est un peu ce que je vous disais au début. Nous venons en paix, mais on n'est pas obligé de leur faire confiance. Parce que si vous avez, par exemple, votre jardin est mitoyen avec le jardin de votre voisin, et que vous le voyez se balader dans son jardin, et peut-être même faire une incursion dans votre jardin, vous allez lui demander des comptes. Surtout si vous présumez qu'il est armé. Donc, voilà des objets qui viennent se balader dans notre ciel sans y avoir été autorisés. C'est déjà une raison suffisante pour que nous nous posions des questions et que nous ne voulions pas nécessairement faire ami-ami au premier contact. Hein. Et d'ailleurs, les gens qui disent avoir été enlevés, je veux bien croire que c'est vrai, certains en tout cas, finalement, donc plutôt à se plaindre qu'à se louer de cette expérience-là, parce que des femmes qui ont été... allez, on ne va pas partir dans ce domaine-là, c'est un autre débat, mais des grossesses non désirées, des choses de genre, en fait, c'est lourd, quoi. C'est très lourd, ça. Et moi, je dis que, mieux nous serons armés, et mieux nous pourrons nous défendre, et mieux ça sera pour tout le monde.
Ben, peut paraître un peu brutal. James, on est obligé de... Madame dernière. Bonjour. Vous nous avez montré un missile qui était tiré contre un ovni. Ah non, 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 pas du tout. Ah, Non, non, j'ai simplement montré que ce qui aurait pu se passer si l'OVNI était resté un peu plus longtemps au-dessus de la base et qu'il avait délibérément ou involontairement activé les missiles. Un missile aurait été lancé et comme ces missiles sont préprogrammés pour aller percuter des cibles bien définis, il aurait pu se passer la Troisième Guerre mondiale parce que ce missile aurait pu frapper une ville en Russie ou en Chine sans que personne l'ait voulu. Alors c'est ça que je voulais dire. James, la dernière question. C'est pas moi qui les pose. Excusez-moi, je parlais de ce missile qui était au-dessus d'une base non nucléaire, simplement où il y avait des anneaux. Vous avez montré ce missile qui défendait. Ah ben là, on a tiré sur un objet parce qu'il s'approchait d'un endroit où il n'avait pas le droit d'aller. Que s'est-il passé? Parce que l'espace aérien au-dessus des laboratoires nationaux est strictement interdit. Oui, mais que s'est-il passé? Le missile a été tiré dans le vide? Ah non, on l'a abattu. Et ensuite, tout a été récupéré par l'armée. D'accord, voilà. Ouais. Non, je ne me suis pas étendu dessus parce que c'est un cas assez complexe et voilà. La dernière, s'il vous plaît, la Je dernière. suis pas certain, peut-être qu'ils ne seraient pas venus en masse parce que justement, ils se seraient dit. Les dernières diapos que je vous ai montrées, la destruction mutuelle assurée. Vous hésitez quand vous ne savez pas ce que votre adversaire a dans la main, vous n'y allez pas. C'est comme au poker. Je ne sais pas si vous savez jouer au poker. Pardon. Un menteur, oui, mais là, c'est pas que menteur. Ici, monsieur. Oui, je voudrais savoir, vous savez, le laboratoire d'accélérateur de particules en Suisse, est-ce qu'il y a eu des observations d'OVNI qui ont tourné autour quand ils ont fait les expériences? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais peut-être que pour ce qui concerne le laboratoire de Brookhaven, peut-être que ce jour-là, il n'y avait pas d'expérience en cours. Mais c'est une expérience qui est régulièrement pratiquée dans ce laboratoire national. Et il s'est trouvé que quelqu'un aurait décidé à Washington qu'il ne fallait pas que l'espace aérien de cet endroit soit violé par quoi que ce soit. Ça aurait pu être un petit avion civil, même américain, on l'aurait descendu pareil. D'abord parce que, en fait, je ne vous ai pas raconté toute l'histoire, on n'a pas le temps, mais quand ces objets sont apparus dans l'espace aérien des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils étaient encore à plusieurs centaines de kilomètres, ils n'ont répondu à aucune demande d'identification radio de la part des bases américaines qui se trouvaient là. Et c'est finalement, lorsqu'ils sont arrivés pratiquement au-dessus du centre du laboratoire national, que quelqu'un s'est dit, il faut appuyer sur un bouton, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire. Mais encore une fois, ça c'est un événement qui a été décrit, en particulier à la 6e conférence annuelle de Las Vegas en 2008, sur une conférence sur les récupérations de crash d'OVNI. Ça a été décrit par une personne qui est une spécialiste des questions militaires et qui a déclaré aussi que plus de 200 personnes avaient assisté à cet événement. Alors, certains disent on l'a abattu avec un missile, d'autres disent c'est avec une arme à énergie dirigée. On ne sait pas. En tout cas, il semble bien que l'objet ait été littéralement oblitéré. Il n'en est resté que quelques atomes qui se sont dispersés avec le vent. Voilà. Moi, je n'y étais pas, donc, mais c'est ce qui ressort des témoignages.